Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Je prie M. De Gucht et M. Ellings, les membres les plus jeunes de l'Assemblée, de prendre place au bureau pour former avec moi le bureau provisoire. Je vous en prie. Salut, ça va? Mesdames, Messieurs, le Sénat se réunit aujourd'hui de plein droit en vertu de l'article 44 de la Constitution. Je déclare ouverte la session ordinaire de 2009-2010. Nous procédons maintenant à la nomination du bureau. Je vous rappelle que conformément à l'article 8 du règlement, le Sénat procède par des élections distinctes à la nomination d'un président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président, d'un troisième vice-président, de 3 questeurs. La nomination des questeurs est faite par scrutin de liste. Suivant les dispositions de l'article 9 du règlement, le président n'est proclamé élu que s'il obtient la majorité absolue des suffrages des membres présents. Selon ce même article, ces nominations se font dans le cadre de la représentation proportionnelle des groupes politiques définie à l'article 84 du règlement, conformément à l'article 82. Nous allons d'abord procéder à l'élection du président. Quelqu'un demande-t-il la parole? Oui, Monsieur le Président, je propose Monsieur Armand De Decker en qualité de président de notre Assemblée. Y a-t-il une opposition à la proposition de... Je crois avoir le sentiment qu'il n'y a pas d'opposition à la proposition faite que M. De Decker soit président. Je proclame par conséquent élu président du Sénat, M. Armand De Decker. Levez-vous une deuxième fois, ce sera encore beaucoup mieux. Voilà, c'est très bien. Nous procédons maintenant à l'élection des autres membres du bureau. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Oui, Madame de Bethune. Voorzitter, ik stel voor om het uittredende bureau te herbevestigen. Bien, je vous remercie. Ik zou een kleine wijziging willen aanbrengen, voorzitter, namelijk voor het derde ondervoorzitterschap zou ik graag meneer Yves Buijsen voordragen. Bien, j'ai donc noté qu'il y a un remplacement, que c'est M. Buijs maintenant qui remplace Mme Van den Merch. Parfait. Dès lors, comme il n'y a pas d'opposition, je pense aux propositions qui sont faites. Je proclame donc élu premier vice-président M. Hugo van den Berg, deuxième vice-président M. Verwilgen, troisième vice-président M. Buijs et les questeurs M. Tony Van Parijs, Olga Sierens et Mme Myriam Van Leggerberg. Le bureau est par conséquent constitué. Je remercie les 2 membres les plus jeunes de notre Assemblée qui ont bien voulu m'assister en qualité de membre du bureau provisoire et j'invite par conséquent M. De Decker à venir prendre sa place en tant que président. Chers collègues, waarde collega's, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer ma gratitude pour m'avoir élu à la présidence de notre Assemblée. Je tiens également à remercier le doyen d'âge pour la cordialité avec laquelle il a bien voulu présider le début de cette séance. Graag wil ik hulde brengen aan een landgenoot die ver van ons sinds gisteren een uiterst belangrijke taak op zich heeft genomen. Tot begin december zal Frank de Winne commandant zijn van het internationaal ruimtestation. En dit als eerst niet-Amerikaan en niet-Rus. Dit is een verantwoordelijkheid die niet enkel het gevolg is van de persoonlijke expertise van onze landgenoot. Het is tevens een beloning voor de Belgische ruimtevaartsector, waarvan de know-how wereldwijd wordt erkend. En het is ongetwijfeld de verdienste ook van de Europese ruimtevaartpolitiek als voorbeeld van de groeiende Europese eenwording en bewustmaking.
Ik hoop, waarde collega's, dat die gebeurtenis u ervan zal overtuigen dat de werkgroep ruimtevaart van de Senaat opnieuw moet worden opgericht. De sterren die Frank de Winne van dichterbij mag aanschouwen sinds hij in mei naar het International Space Station vertrok, zijn natuurlijk veel indrukwekkender dan de sterren die de Europese vlag sieren. Niettemin hebben ook deze laatste sterren sinds de 2 oktober jongstleden veel glans bijgekregen. Die dag bracht de Ierse bevolking ons opnieuw een stap dichter bij een daadkrachtigere, want efficiëntere Europese Unie. Je pense pouvoir me faire l'interprète de la plupart d'entre nous en affirmant que les apports du traité de Lisbonne au fonctionnement de l'Union européenne et à ses institutions constitueront une grande avancée. Dès 2008, notre pays avait ratifié ce traité crucial et chacun espère à présent que le président tchèque aura la sagesse de mettre fin à son action et à son combat retardateur contre un traité approuvé aujourd'hui par la majorité des 500 millions d'Européens. Mais l'entrée en vigueur de ce traité, dont les grandes nouveautés sont la désignation d'un président permanent pour le Conseil européen, la généralisation du vote à la majorité qualifiée et l'accroissement du rôle tant du Parlement européen que des parlements nationaux, ne signifiera pas pour autant la fin du débat institutionnel. Mieux encore, c'est à la Belgique que reviendra la responsabilité de mettre en place les nouvelles institutions lorsqu'elle assurera, à partir du 1er juillet 2010, donc pendant cette session que nous entamons aujourd'hui, la présidence de l'Union européenne. Quant à savoir si cette présidence s'inscrira encore dans l'ancien système des présidences tournantes ou s'il s'agira de la première présidence exercée en collaboration avec un président permanent de l'Union, nul ne peut encore le dire à ce stade. Mais ce qui est certain, c'est que notre pays sera à nouveau appelé à jouer un rôle significatif, comme cela fut le cas en 2001, lorsqu'il insuffla, avec la déclaration de Laeken, le nouvel élan qui mena à l'adoption du nouveau traité dont nous nous réjouissons. Pour l'heure, et je salue le Premier ministre et le Vice-Premier ministre, la Belgique prépare la présidence en trio avec l'Espagne et la Hongrie, qui présideront l'Union européenne respectivement avant elle et après elle. Cette préparation à trois, également entamée au niveau parlementaire, débouchera sur un programme commun qui sera soumis au Conseil européen à la fin 2009. Le programme belge, qui en sera la continuation, suivra peu après. Chers collègues, le traité de Lisbonne réserve un rôle majeur aux parlements nationaux. Le Sénat prend résolument à cœur cette mission et il entend rester pionnier en ce domaine. L'Europe est étroitement associée à la gestion quotidienne de notre pays. De fait, si l'on parcourt l'ensemble de la réglementation élaborée au sein de notre Assemblée, très rares sont les textes qui ne sont pas influencés d'une manière ou d'une autre par le fait européen. Nous savons que la préparation diplomatique, politique et administrative de la présidence belge est engagée depuis 6 mois. Mais il est intéressant de savoir qu'au moins 9 réunions interparlementaires se tiendront au Parlement fédéral, parfois aussi en collaboration avec les parlements des régions et des communautés de notre pays. De nombreuses autres réunions seront également organisées au Palais de la Nation en collaboration avec le Parlement européen. Il y a longtemps que le thème de l'Europe n'est plus le seul apanage du comité d'avis chargé des questions européennes, même si ce dernier continue, bien entendu, à jouer son rôle essentiel de coordination. Mais toutes les commissions spécialisées de notre Sénat auront assurément leur mot à dire, elles aussi, dans les domaines de leurs compétences. Beste collega's, elk voorzitterschap
heeft zijn buitenlands thema. Frankrijk had zijn euro-mediterraneane samenwerking. Tsjechië zijn Eastern Partnership. Zweden de Nordic Dimension. En Spanje zou de relaties met Latijns-Amerika opnieuw aanhalen. België zou tijdens zijn voorzitterschap de EU-Afrika-top organiseren te Sirte in Libië. Een parlementair luik aan deze vergadering lijkt onontbeerlijk en lijkt beknipt voor onze assemblée. Het verheugt mij dat er in ieder geval veel interesse voor is. Ik zou u nog vele andere thema's kunnen opsommen, maar dit zou ons veel te ver leiden. De veelheid aan onderwerpen bewijst alleszins dat België opnieuw op een uiterst belangrijk ogenblik in de Europese eenwording het voorzitterschap mag waarnemen. Wij moeten ambitieus zijn. Als founding father zijn we het aan onze ouders, aan onszelf en aan onze kinderen verplicht. Ik roep u dan ook ten volle op om de schouders onder dit voorzitterschap te zetten en eendrachtig de Europese Unie op de juiste weg te leiden en de Europese dimensie nog steviger in ons parlementair werk te verankeren. Chers collègues, ce programme d'action de notre Assemblée nécessitera un grand dynamisme de chacun d'entre nous, mais aussi de notre administration et de nos collaborateurs. Je souhaite néanmoins que dans le cadre de la crise économique que le monde et notre pays traversent, le Sénat fasse preuve de sobriété et de mesure, tout en assumant avec rigueur les responsabilités qui sont les siennes. Je déclare le Sénat constitué. Il en sera donné connaissance au roi, à la Chambre des représentants, de même qu'aux parlements régionaux et de communautés. Ik verklaar de Senaat voor samengesteld. Hiervan zal kennis worden gegeven aan de koning, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en ook aan de parlementen van de gewesten en gemeenschappen. Hiermit erklare ich den Senat für konstituiert. Der König, die Kammer der Abgeordneten sowie de Regional- und Gemeinschaftsparlementen werden hiervan in Kenntnis gesetzt. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente session parlementaire. Le Sénat est saisi du dossier de M. Dimitri Fourny, sénateur de communauté. Le bureau s'est réuni le 8 octobre dernier pour la vérification des pouvoirs de M. Fourny. Je vous propose d'entendre immédiatement le rapport du bureau et je prie donc M. Darras, rapporteur, de bien vouloir nous en entretenir. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, le Bureau a pris connaissance de la désignation effectuée le 24 septembre dernier par le groupe CDH du Parlement de la Communauté française en application de l'article 211, paragraphe 7 du Code électoral afin de pourvoir au remplacement de M. Marc Helsen, démissionnaire. Il a constaté que la liste transmise au greffier du Sénat est signée par la majorité des membres du groupe concerné. En ce qui concerne la vérification des pouvoirs proprement dite, le Bureau estime que cette procédure superfétatoire dans la mesure où cette vérification a déjà été effectuée précédemment par l'Assemblée compétente. Le Bureau vous propose dès lors l'admission de M. Dimitri Fourny comme membre du Sénat. Je vous remercie. Merci M. Darras. Quelqu'un demande-t-il la parole? Vraagt iemand het woord? Si ce n'est pas le cas, je mets aux voix les conclusions de ce rapport et les partisans sont priés de se lever. Tegenproef, épreuve contraire.
Les conclusions du rapport sont donc adoptées. Je prie M. Fourny de prêter le serment constitutionnel. D'observer la Constitution, ik zweer de grondwet na te leven. Je donne acte à M. Fourny. Je donne acte à M. Fourny de sa prestation de serment et le déclare installé dans sa fonction de sénateur. Tous mes vœux vous accompagnent, M. Fourny. Le Sénat est également saisi du dossier de Mme Cécile Thibault, sénatrice cooptée. Le Bureau a procédé le 8 octobre dernier à la vérification de ses pouvoirs. Je vous propose d'entendre immédiatement le rapport du Bureau et je donne la parole à Mme Olga Zrien en qualité de rapporteur. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, le Bureau a pris connaissance de la désignation effectuée par le groupe Écolo afin de pourvoir au remplacement de Madame Karine Rousseau, qui a démissionné en tant que sénatrice cooptée le 29 septembre 2009. Le Bureau a constaté que le document prescrit par l'article 220, paragraphe 3 du Code électoral est signé par la majorité des sénateurs élus directs et des sénateurs de communautés appartenant à ce groupe. De plus, Mme Cécile Thibault, désignée comme sénatrice cooptée, a justifié qu'elle remplit les conditions d'éligibilité exigées par la Constitution. Le Bureau a dès lors l'honneur de vous proposer l'admission de Mme Cécile Thibault comme membre du Sénat. Merci, Mme Zrien. Quelqu'un demande-t-il la parole? Vraagt iemand het woord? Si personne ne demande la parole, je mets au voie les conclusions de ce rapport. De voorstanders geliefden op te staan. Les partisans sont priés de se lever. Merci. Épreuve contraire, tegenproef. Les conclusions du rapport sont donc adoptées et je prie Mme Thibault de bien vouloir prêter le serment constitutionnel. Je jure d'observer la Constitution, jouir des grondwet na te leven. Merci Mme Thibault. Je prends acte de votre prestation de serment et vous déclare installé dans vos fonctions de sénateur. Tous mes vœux vous accompagnent. Overeenkomstig artikel 23 van het reglement dienen de vaste commissies bij de aanvang van het zittingsjaar hun bureau opnieuw samen te stellen. Conformément à l'article 23 du règlement, les commissions permanentes doivent à l'issue de la nouvelle session procéder à la nomination de leur bureau, à l'entrée de la nouvelle session, procéder à la nomination de leurs bureaux respectifs. Je les invite donc à se réunir à cet effet dans le courant de la semaine. Il n'y a pas d'opposition, il en sera donc ainsi. Beste collega's, ik stel voor het mandaat van de heer Paul Wille als lid van de commissie Belast met de begeleiding van het vastcomité van toezicht op inlichtingen en veiligheidsdiensten. Dat werd onderbroken voor zijn nieuwe eetaflegging in de Senaat te herbevestigen. Geen bezwaar. Il en sera donc ainsi. Meneer de eerste minister, ik geef u graag het woord voor de verklaring van de regering. Monsieur le Premier ministre, je vous donne très volontiers la parole pour la déclaration gouvernementale et vous remercie de venir la lire au Sénat. Meneer de voorzitter, waarde collega's. Ons land en de hele wereld gingen het voorbije jaar door turbulente tijden. Financieel, sociaal en economisch. Een annus horribilis. Wij maken de zwaarste crisis mee sedert de Tweede Wereldoorlog. En een crisis die brengt onzekerheid en angst met zich, economisch en maatschappelijk. Mensen hebben nood aan vertrouwen en aan een perspectief. Het is mede aan de overheid om die te bieden. Om stabiliteit en zekerheid te geven en om degelijk en duurzaam, stap voor stap de bouwstenen van verbetering aan te reiken. Je kan als land alleen de wind niet veranderen, maar wel
de stand van de zeilen bijzetten. Excuseer. Het is niet de tijd voor spektakel, maar dag in dag uit met vastberadenheid stappen in de goede richting te zetten en de koers aan te houden. Bij tijden van crisis blijkt het belang van waarden. Een financieel stelsel kan niet zonder eerlijkheid, basis van elk vertrouwen. Samenwerking en solidariteit, nationaal, Europees en internationaal, zijn onontbeerlijk in crisistijd. Niet het conflict, niet de confrontatie, maar dialoog en consensus leiden naar oplossingen. Zowel voor het zoeken naar antwoorden op economische vragen, als voor het aanpakken van maatschappelijke problemen. Het is vanuit die visie dat de regering in de voorbije weken antwoorden heeft uitgewerkt op belangrijke vragen en die zij nu aan u voorlegt. Le gouvernement s'attellera à des priorités claires. Premièrement, la poursuite de la lutte contre la crise. Pour restaurer la confiance, il ne suffit pas de soutenir le pouvoir d'achat, de stimuler la demande, d'éviter autant que faire se peut les pertes d'emploi et d'encourager le recrutement. L'assainissement des finances publiques est également essentiel pour propager l'espoir en l'avenir. Les citoyens, en deuxième lieu, ont droit à des institutions qui fonctionnent bien et qui sont adaptées aux besoins actuels. Nous faisons face à des défis d'envergure sur le plan de la réforme du contrôle financier, lesquels a échoué, également au niveau international. De la réforme de la justice, de l'amélioration du fonctionnement des services publics, mais aussi d'une nouvelle modernisation de l'État. En troisième lieu, le vieillissement de notre population est en soi une évolution particulièrement positive. Mais il pose également un défi tant en ce qui concerne le marché du travail, les soins de santé que sur le plan des pensions. La crise financière et économique a accentué les problèmes. Toutefois, notre modèle d'État-providence est trop précieux pour ne pas mettre tout en œuvre pour le conserver. C'est pourquoi l'équilibre au sein du régime de la sécurité sociale est à ce point important. L'énergie et le climat requièrent des décisions dynamiques et responsables, une évolution vers une société plus durable. L'économie, notre fiscalité et notre mode de vie doivent davantage se teinter de vert si nous voulons survivre. Là encore, nous devons progressivement transformer l'angoisse en espoir. Collega's, onze geglobaliseerde wereld stelt ons voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, maar waarop antwoorden voor bestaan, die niet liggen in het aanwakkeren van angst, van haat of argwaan, maar die erop gericht zijn om mensen en gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Gedegen antwoorden, een gericht armoedebeleid, een humanitair en effectief migratie- en asielbeleid, een kordaat veiligheidsbeleid, een blijvende zorg om de armste ontwikkelingslanden. België zal in de tweede helft van volgend jaar het voorzitterschap van de Europese Unie verzekeren. De voorzitter sprak er daar net over. Wij moeten van dit voorzitterschap een beleidsprioriteit maken om ook op Europees niveau stap voor stap vooruitgang te boeken en de crisis aan te pakken. Dat voorzitterschap is bovendien een uitmuntende kans voor ons land om zijn traditionele Europese voortrekkersrol te valoriseren. Er is geen toekomst buiten de Europese Unie. Zonder de euro trouwens zou de crisis de afmetingen van de jaren 30 hebben aangenomen. Bij de opmaak van de begroting voor 2009 rekende men nog op een economische groei van 1,2%. Het werd een terugval van 3%. En dan presteerde België nog beter dan andere landen. Een omslag zonder voorgaande. 35.000 banen gingen dit jaar verloren en zonder maatregelen loopt het jobverlies volgend jaar op tot bijna 60.000. De drastische en gecoördineerde overheidstussenkomsten hebben wel hun vruchten afgeworpen. We vermeden de implosie van het financieel systeem. Er werd kordaat opgetreden. En ook het tijdig en gericht bescheiden relancebeleid heeft vruchten afgeworpen. Het consumenten- en ondernemersvertrouwen verbetert sedert 6 maanden.
Volgend jaar wordt er economische groei vooropgesteld van 0,4% en in 2011 van 1,9%. Al zal deze voorzichtige kentering zich nog niet onmiddellijk in de werkgelegenheid vertalen. Het herstel is immers nog pril. En het is in deze fase van de crisis nu van belang om het ontluikende vertrouwen niet te fnuiken en de fundamenten te leggen voor een duurzaam herstel. Een jaar geleden daverde het internationaal financieel stelsel op zijn grondvesten. De wereldeconomie werd gedompeld in de zwaarste financiële crisis van deze eeuw. Wat men er ook mogen van zeggen, de overheid, in binnen- en in buitenland, heeft de rol gespeeld die zij moest spelen. Haar snel en krachtig ingrijpen heeft het financieel stelsel gestabiliseerd. Geen enkele spaarder bleef in de kou. De regering zal hier verder haar verantwoordelijkheid opnemen. En zij doet de financiële instellingen bijdragen tot het financieren van een nieuw waarborgstelsel voor de spaarders dat volledig door de overheid georganiseerd wordt. De voornaamste verandering in de werking van het wereldwijd financieel stelsel moeten uiteraard van de financiële instellingen zelf komen. Die moeten zich weer op hun basisactiviteiten concentreren en daarbij meer aandacht schenken aan risicobeheer en aan de transparantie van hun producten. De vorige regering gaf een expertengroep de opdracht een blauwdruk voor een nieuw Belgisch financieel toezicht te ontwerpen. Hun rapport kwam tot klare aanbevelingen. Ondertussen had ook de parlementaire bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankencrisis in april 2009 aanbevelingen geformuleerd tot verbetering van het financieel toezicht. De werkzaamheden hebben zich geconcentreerd op 3 fundamentele kwesties. De invoering van een zogenaamde crisiswet, de hervorming van de toezichtsstructuur en tot slot een betere bescherming van de verbruikers. Wat de crisiswet betreft moeten we de bevoegdheden van de overheden vergroten in geval de problemen van een kredietinstelling of een verzekeringsmaatschappij de financiële stabiliteit bedreigen. Soms beschikt de overheid immers maar over enkele uren om de nodige beschermingsmaatregelen te treffen, wil zij het faillissement van een instelling van systeemkritische omvang vermijden. In zaken het prudentieel toezicht op de financiële instellingen is de regering het eens geworden over de grote lijnen van een voorontwerp van wet dat voorziet in een snelle oprichting van een comité voor systeemrisico's. De overgangsfase zal zo snel als redelijkerwijze mogelijk gevolgd worden door een integratie in de schoot van de Nationale Bank van het geheel van de bevoegdheden in zaken prudentiële controle en dit volgens het zogenaamde Twin Peaks Model. Ten slotte heeft de crisis soms op een dramatische wijze aangetoond dat er een behoefte bestaat aan een betere bescherming en voorlichting van de consument. Het expertencomité en de bijzondere parlementaire commissie hebben aanbevolen de wettelijke basis te verstevigen die de toezichthouder toelaat tussen te komen in zaken consumentenbescherming. De regering zal zo vlug als mogelijk wetsontwerpen in die zin voorleggen aan het parlement om de bespreking ervan binnen de kortst mogelijke termijn en zeker voor het einde van het jaar te kunnen aanvatten. Deze financiële crisis, collega's, mag zich nooit meer voordoen. Chers collègues, dans le sillage de la crise financière, l'on a pris connaissance avec effroi du montant honteusement élevé des parachutes dorés dont certains bénéficiaient parfois à l'insu des actionnaires. Le gouvernement s'attaquera à cet aspect. Les entreprises cotées en bourse doivent désormais se calquer sur le code de gouvernance d'entreprise. Celui-ci autorise une indemnité de départ de 12 mois. Cette même limitation s'applique aux entreprises publiques. Si une entreprise belge cotée en bourse veut tout de même verser une indemnité de départ supérieure à un administrateur exécutif, à un membre du comité de direction, à un administrateur assurant la gestion journalière, elle doit, pour ce faire, obtenir l'autorisation des actionnaires. Une telle demande en dérogation du Code en matière de gouvernance d'entreprise doit de plus être communiquée au préalable au conseil d'entreprise qui pourra rendre un avis à ce sujet. La responsabilisation des actionnaires et la transparence à l'égard de la politique de rémunération constituent le fil rouge de la nouvelle réglementation. Et compte tenu des recommandations de la Commission européenne du 30 avril 2009, le gouvernement prévoit des règles strictes
pour les rémunérations ou les bonus variables. Des règles spécifiques sont également élaborées à destination du secteur financier. Au début de cette déclaration de politique, il était question d'honnêteté et d'éthique. Sur le plan international, on s'attaque avec fermeté à ce déficit d'éthique. Cela implique ainsi aussi de s'intéresser de près à la lutte contre toute forme de fraude, car le fait que des impôts et des charges sociales soient illégalement éludés porte préjudice à la santé des caisses de l'État, mais aussi et surtout car le fraudeur nuit, par son comportement malhonnête, à tous ceux qui se comportent honnêtement et correctement. La lutte contre la fraude n'est pas simplement une ligne générale à la fin d'un tableau budgétaire, le poste clé permettant de clôturer une opération budgétaire. Nous élaborons une série de propositions très concrètes, assorties d'un produit chiffré. Nous prenons par ailleurs très à cœur les conclusions de la commission parlementaire en charge de la lutte contre la fraude. La crise internationale hypothèque les finances publiques. Tous les pays européens ont vu leur déficit gonfler en 2009. Nos pays voisins ont connu la même évolution. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le déficit devrait grimper jusqu'à 6% du PIB en 2010. Cette année, la Belgique, toutes autorités confondues, se dirige tout droit sur un déficit moins élevé, notamment de 5,4% du PIB. En l'absence d'intervention, ce déficit passerait à 6,7% d'ici la fin de cette législature fédérale. Ce déficit est le résultat de la crise économique et des mesures pour lutter contre cette crise. En Europe, nous n'avons pas reproduit l'erreur des années 30. À l'époque, nous avons mené une politique budgétaire et monétaire tellement austère qu'elle a asphyxié l'économie et l'emploi. Tous les pays de l'Union européenne ont donc choisi d'accorder la priorité en 2009 au soutien de l'économie et à la relance. La Belgique a suivi ce mouvement. La question est de savoir quand on passera d'une politique de relance à une politique de retour à l'équilibre budgétaire. La Belgique a choisi d'emprunter plus rapidement que d'autres pays la voie de l'équilibre budgétaire tout en prenant en considération la situation économique encore fragile de 2010 et de 2011. Il s'agit donc de trouver le bon équilibre entre le soutien à l'économie et la nécessité de ne pas perdre le contrôle de la situation budgétaire. C'est un équilibre subtil, loin des slogans sur la politique budgétaire diffusés ça et là. C'est pourquoi le gouvernement a délibérément choisi de produire un effort budgétaire de 0,5 du produit intérieur brut déjà en 2010 pour toutes les autorités et d'intensifier cet effort pour l'amener à 1% à partir de 2011 pour ainsi atteindre un équilibre en 2015 pour l'ensemble des autorités. Cela correspond aussi au schéma du Conseil supérieur des finances. En 2010 et 2011, nous prendrons même de l'avance sur le programme de stabilité introduit auprès de la Commission européenne. Sans les dépenses liées au vieillissement, entre autres les pensions des fonctionnaires, sans cela, les dépenses primaires finales de l'autorité fédérale diminueront de façon réelle entre 2009 et 2011. Il convient de rappeler que la consommation publique auprès des autorités fédérales a diminué les dernières années. Nous préférons ici aussi éviter les slogans. Les communautés et les régions contribuent également au retour à l'équilibre budgétaire décrit dans le programme de stabilité que le gouvernement a déposé au mois de septembre auprès de la Commission européenne. C'est avec les régions et les communautés que nous conclurons un accord de coopération concret d'ici la fin de l'année. Nous vous présentons un budget qui prévoit des mesures structurelles, s'agissant non seulement de 2010, mais aussi de 2011, un budget 2010-2011, ce qui n'a presque jamais été fait jusqu'ici. Un ensemble structurel qui s'élève à 1% du PIB sur les 2 prochaines années et produit ses effets plus tard. Ce budget s'inscrit dans le cadre d'une politique durable plus large, qui tient des valeurs d'équité et de l'environnement. Il n'est pas question d'une opération d'assainissement à l'aveugle. Bien au contraire, l'on a refusé de procéder à des augmentations de charges
pesant sur l'emploi et de manière générale, le pouvoir d'achat de la population a été maintenu à niveau. De la sorte, le revenu réel disponible des ménages continue d'augmenter aussi bien en 2010 qu'en 2011. Ainsi, le potentiel de croissance de notre pays n'est pas entravé et l'emploi est stimulé autant que faire se peut. Les frais de fonctionnement de l'appareil public seront réduits, notamment en ne remplaçant pas systématiquement tous les fonctionnaires qui prendront leur retraite dans les années à venir, mais aussi en augmentant l'efficacité, par exemple en réunissant les services qui jusqu'à présent étaient éparpillés au sein des différents départements, au sein du SPF personnel et organisation. Nous prévoyons des mesures pour limiter les dépenses dans tous les départements et dans tous les secteurs. Les dépenses pour les soins de santé croîtront afin que notre système puisse fonctionner de manière optimale et que la santé des gens soit assurée au mieux. Toutefois, dans le même temps, un montant considérable est aussi réservé dans le fonds pour l'avenir des soins de santé. La sécurité sociale atteindra l'équilibre en 2013 et dans l'intervalle, l'on veillera à un financement adapté. S'agissant de recettes, le gouvernement n'opte pas pour des mesures qui posent une charge supplémentaire sur les citoyens qui travaillent, privilégiant une fiscalité visant le changement des comportements au bénéfice de l'environnement et des mesures en faveur d'une fiscalité plus équitable. Les coûts budgétaires du régime de la déductibilité des intérêts notionnels seront limités sans devoir, pour ce faire, procéder à une adaptation essentielle de la loi en la matière. Ces interventions budgétaires épargnent bien entendu les personnes vulnérables de notre société. Les personnes sans revenus, les invalides, les bénéficiaires du revenu d'intégration, les pensionnés, les personnes handicapées ne sont pas visées. En 2010, de nombreuses mesures, adaptation au bien-être ou indemnités supplémentaires, atteindront également leur vitesse de croisière. Même dans les circonstances extrêmement difficiles sur le plan budgétaire, le gouvernement n'abandonne pas la lutte contre la pauvreté. Il poursuivra la mise en œuvre du plan de lutte contre la pauvreté et prendra en outre de nouvelles mesures spécifiques dans le cadre du budget en faveur des groupes particulièrement vulnérables. Nous devons être bien conscients du fait qu'une stratégie purement budgétaire ne suffit pas. En vue d'assurer notre État-providence pour les prochaines générations, il y a lieu d'augmenter durablement le dynamisme économique de notre pays. Le cadre pour ce faire est celui de la stratégie européenne de Lisbonne et toutes les autorités du pays contribuent. Stimuler l'innovation, investir dans la formation, mettre davantage de gens au travail et nous mettre en fret pour atteindre une économie plus durable. Collega's, de werkloosheid stijgt bij ons trager dan elders. Onze economie zakt minder weg dan bij de buurlanden. Vormen van tijdelijke werkloosheid hebben een sociaal drama vermeden. In het kader van het tweejaarlijks overleg over de loonmarge hebben de sociale partners afgelopen jaar een loonakkoord afgesloten dat de concurrentiekracht van de ondernemingen verzoent met een lichte stijging van de koopkracht. Het is de eerste keer dat de partners in crisistijd een akkoord over inkomensontwikkeling sluiten. De federale regering heeft daar lastenverlagingen tegenover gezet die er vanaf volgend jaar op kruissnelheid komen. Ik twijfel er niet aan dat ook in de toekomst de sociale partners met een nieuw interprofessioneel akkoord een prioriteit zullen maken van de versterking van de concurrentiekracht en van de werkgelegenheid. Al ga ik ervan uit dat ook zij beseffen dat de nieuwe budgettaire inspanning van de regering van dezelfde omvang niet meer mogelijk zal zijn. In zaken werkgelegenheid zullen de bestaande crisismaatregelen onder meer in zaken vormen van tijdelijke werkloosheid bij bedienden na overleg met de sociale partners kunnen verlengd worden. De regering zal, zoals afgesproken met de sociale partners, de vereenvoudiging van de banenplannen doorvoeren. Daarnaast zullen maatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid genomen worden. Ook in de welzijnssector zal de mogelijkheid tot het scheppen van banen verhoogd worden. Binnen de federale bevoegdheden wordt ook ingezet op vorming en bedrijfsstages. La crise mondiale a pesé particulièrement lourd sur les prix internationaux de l'alimentation. Nos agriculteurs connaissent dès lors la crise la plus grave depuis des décennies. C'est pourquoi le gouvernement fédéral poursuivra ses efforts, de concert avec les gouvernements régionaux,
pour défendre conjointement les intérêts des agriculteurs de notre pays au niveau européen et optimisera les mesures existantes de soutien à l'agriculture au niveau européen et national. Ce gouvernement a décidé hier de mesures spécifiques de soutien aux agriculteurs. Les PME sont le cœur de notre économie. Le gouvernement fédéral continuera à s'atteler à la mise en œuvre de son plan PME, encourager la création d'entreprises, continuer à adapter le marché du travail aux PME et revaloriser le statut social des travailleurs indépendants, notamment en accordant une attention particulière aux faillis. Le gouvernement prolongera la réduction de la TVA pour le secteur de la construction sous une forme adaptée, s'agissant des demandes de permis de bâtir introduites avant la fin du mois de mars 2010. De cette mesure découlera également une hausse importante de l'emploi. La TVA liée au secteur de l'ORECA sera portée à 12% pour les repas. Cette mesure s'accompagnera de garanties en faveur d'une lutte efficace contre la fraude dans le secteur et d'efforts en matière d'emploi. Le gouvernement a décidé de reporter de 10 ans la première phase de sortie du nucléaire en vue de préserver l'approvisionnement en électricité de notre pays, et ce, en tenant compte de toutes les exigences en matière de sécurité. Un comité de suivi veillera notamment à ce que les prix pratiqués dans notre pays ne dépassent en aucun cas le niveau des prix de nos pays voisins. À la fin de l'année dernière était balisé le cadre européen pour une politique de climat pour 2020. Ce cadre doit être transposé dans la politique nationale. Nous déciderons, en étroite concertation avec les régions, de la manière dont concrètement on viendra à bout des défis en matière d'énergie renouvelable et de réduction d'émissions. La législation fiscale continue à se teinter de vert. C'est pourquoi l'on rendra plus respectueux de l'environnement le régime fiscal des voitures de société, et ce tant au niveau de la déduction des coûts dans le chef de l'entreprise qu'au niveau de l'impôt sur l'avantage du travailleur et du chef d'entreprise. La consommation de carburants polluants sera découragée. Les voitures électriques bénéficieront d'un soutien spécifique. Les producteurs d'électricité se sont engagés à réaliser un vaste programme d'investissement à hauteur de 500 millions d'euros dans les énergies renouvelables et visant la limitation de la consommation d'énergie. Chers collègues, le monde unipolaire appartient définitivement au passé. L'année écoulée, le monde a fait un énorme bond en avant vers une administration planétaire. Notre pensée et nos actes s'inscrivent de plus en plus dans une approche globale. À l'échelle européenne, le traité de Lisbonne nous place immédiatement devant un défi véritablement passionnant. Durant sa présidence de l'Union européenne au second semestre de 2010, notre pays va devoir s'atteler à la lourde tâche qui consiste à créer un précédent qui donnera à l'Union les moyens d'améliorer drastiquement son fonctionnement, tant interne qu'externe. Quoi qu'il en soit, la Belgique continuera à fournir ses importants efforts civils et militaires en Afghanistan jusqu'à la fin 2010, conformément à la décision gouvernementale d'avril dernier. Nos militaires, où qu'ils soient dans le monde, méritent notre soutien et notre respect pour la lourde tâche qu'ils remplissent jour après jour. En Afghanistan, nos efforts ne pourront cependant fournir des résultats durables que si l'on forme suffisamment de forces de sécurité afghanes, qu'un appareil d'État fiable et efficace est mis en place et qu'une stabilisation de la région afghano-pakistanaise se dessine. En Afrique également, nous pouvons et nous devons jouer un rôle précieux dans l'intérêt de la population congolaise et en soutien à notre propre coopération au développement. Nous entendons entretenir un rapport équilibré avec les autorités congolaises. Une poursuite de la normalisation des relations belgo-congolaises qui s'est concrétisée au début de cette année s'est avérée dans cette perspective une étape cruciale. Le gouvernement fédéral soutiendra ses efforts en matière de coopération au développement et demande aux autres autorités d'en faire de même. Nous atteindrons en 2010 l'objectif de 0,7% du PIB pour la coopération au développement, contribuant de la sorte à la réalisation des objectifs du millénaire. De hervorming van justitie is een van de grote uitdagingen voor de komende maanden.
De goede werking van de gerechtelijke instellingen moet een van de pijlers van de rechtsstaat zijn. Niemand zal ontkennen dat in de voorbije jaren vele inspanningen tot modernisering zijn geleverd. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat deze inspanningen nog niet het beoogde resultaat hebben bereikt en dat de instellingen moeten aangepast worden aan de noden van de tijd en de terechte verwachtingen van de samenleving. Dit is niet alleen een taak van de overheid, maar van alle actoren in het gerechtelijk landschap. Er moet een echte mentaliteitsverandering tot stand komen en op een aantal plaatsen een nieuw ethisch besef. Ook hier zijn waarden belangrijk. Wij moeten van onze kant de hervorming dus versnellen en versterken. Op 4 domeinen. Het gerechtelijk landschap, het tuchtrecht, de strafuitvoering en de informatisering. Wat het gerechtelijk landschap en het tuchtrecht betreft ben ik verheugd dat 4 partijen uit de oppositie hebben aangeboden om samen met vertegenwoordigers van de meerderheidspartijen doelgerichte besprekingen te starten. Wij zullen graag op dit aanbod ingaan en nog deze maand het overleg opstarten. Ik dank deze partijen alleszins voor deze bereidwilligheid en verwacht dat hun constructieve bijdrage meer kracht en draagvlak zal geven aan ons opzet. De minister van Justitie heeft een open basistekst voorgelegd. Hij zal de basis vormen van het overleg. Het moet mogelijk zijn om nog voor het einde van dit kalenderjaar een basisakkoord over de hervorming te bereiken. Wij zullen de kalender van de werkzaamheden binnen enkele dagen bepalen in functie van deze tijdshorizon, om daarna de resultaten van dit overleg in 2010 te vertalen in wetgevende initiatieven. Het overleg zal ook slaan op nieuwe voorstellen in zaken tuchtrecht. En een even diepgaande actie is nodig voor het strafuitvoeringsbeleid. Hoe acuut ook de noden zijn, we mogen het debat niet vernauwen tot cellencapaciteit. Maar dat wil het natuurlijk niet dat we ter overbrugging ook dringende maatregelen moeten nemen. Collega's, migratie is ook een van de grote thema's van deze eeuw. Voor alle westerse landen stelt het migratievraagstuk zich meer dan ooit op scherp van de snee met moeilijke keuzes tussen menselijkheid en draagkracht. Ons land, zoals de meeste ons omringende landen, stelt een stijging vast van het aantal asielaanvragen. De algemene economische toestand in de wereld en de veiligheidssituatie in sommige regio's is daar uiteraard niet vreemd aan. Wij moeten dan ook maatregelen nemen om de crisis in zaken de opvang van de asielzoekers het hoofd te bieden. Wij doen dat door opvang te voorzien, maar ook door misbruiken, zoals het indienen van meervoudige asielaanvragen tegen te gaan. Deze zomer en in de voorbije weken heeft de regering in dit dossier moeilijke knopen doorgehakt en evenwichtige afspraken gemaakt in uitvoering van het regeerakkoord van maart 2008. In zaken regularisaties verschaffen we duidelijkheid aan wie hier al is, daarbij een opening makend voor bepaalde prangende humanitaire situaties die in de loop van de jaren zijn gegroeid. Het gaat om mensen die de taal spreken en hier sociale banden hebben ontwikkeld. Zij die hier officieel werk verwerven of een onredelijk lange procedure doorliepen. Maar duidelijkheid betekent ook dat er voor anderen geen toekomst is in ons land. Dit regularisatiebeleid is een deel van een breder akkoord. Met een globale visie op dit beleid komen we voor de volgende jaren. In die context worden de voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verwerven gewijzigd. Voortaan zullen vreemdelingen die de Belgische nationaliteit willen aanvragen, moeten beschikken over een verblijfsrecht van onbeperkte duur. De voorwaarden bij de naturalisatieprocedure bij de Kamer worden eveneens aangepast. Het zal bovendien mogelijk worden de Belgische nationaliteit af te nemen bij een veroordeling voor bepaalde ernstige misdaden. Voor de gezinshereniging zal in de toekomst een inkomenseis gesteld worden aan de persoon wiens partner naar België komt. Er zal ook strenger worden opgetreden tegen schijnhuwelijken, onder meer via de oprichting van een federale gegevensbank. Meneer de voorzitter, waarde collega's. Ik heb u een aantal krachtlijnen van het beleid van deze regering voor de komende 2 jaar aangegeven. We hebben een bijzonder moeilijk jaar achter de rug. De economische toestand is onvergelijkbaar met de situatie van 2 jaar geleden en de maatschappelijke uitdagingen zijn er niet minder zwaar op geworden. Maar daar kunnen wij de vaste wil tegenover zetten om een vastberaden antwoord op de problemen te geven. Vanzelfsprekend vergt het wegwerken van een begrotingstekort, vergt het wegwerken of het indienen van hervormingen in onze economie, vergt dat tijd.
Maar we kunnen wel een strategie uittekenen. Een traject met concrete en structurele maatregelen op al die domeinen. Dag aan dag, stap voor stap vooruitgang te boeken, met de zekerheid dat we inderdaad antwoorden geven op de uitdagingen waarvoor wij staan. Het belangrijkste is de richting aan te houden. Dat geeft ook stabiliteit. Dat geeft ook houvast. Zo nodig in tijden van crisis, in tijden van onzekerheid, in tijden van angst. Die rustige vastheid wil deze regering u bieden. Wij willen daarom onze taak verder zetten tot het einde van de legislatuur in juni 2011. Dank u wel. Dank u, meneer de eerste minister. Merci, monsieur le Premier ministre. Prochaine séance jeudi à 15 heures. Vérification de pouvoir et prestation de serment de nouveaux membres sont à l'ordre du jour, ainsi que des prises en considération. Le débat d'actualité et des demandes d'explication. Le débat concernant la déclaration gouvernementale se tiendra vendredi à partir de 10 heures du matin. Ik dank u. La séance est levée.